Amis des semi-conducteurs, bonsoir. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un composant qu'on n'utilise pas très souvent, qui s'appelle le diac. Donc le diac, en fait, c'est un composant qui se présente un peu comme une diode, mais qui est symétrique. En fait, il n'y a pas de plus ou de moins. Et en fait, c'est un composant qui présente la particularité, en fait, on va dire, d'être isolant jusqu'à une certaine tension à ses bornes. Et dès que la tension à ses bornes dépasse une certaine limite, de devenir conducteur. Donc déjà, on peut jeter un petit coup d'œil sur sa fiche caractéristique qu'on appelle datasheet pour mieux comprendre comment il fonctionne. Alors, regardons rapidement la fiche technique en fait du DIAC. Donc, on la trouve assez facilement sur Internet. C'est la même datasheet pour trois modèles différents, un DB3, DB4 et DC34. Sachant qu'on voit que le principal paramètre en fait, qui les différencie, c'est la tension de déclenchement. Donc, bon, on va pas regarder toutes les caractéristiques sur la datasheet, mais on voit ici que il ne faut pas dépasser 2 ampères pendant 20 microsecondes sous peine de l'endommager, qu'il ne faut pas qu'il dépasse 150 mW. Ici, on voit les principales caractéristiques, sachant que la plus importante ici, c'est en effet la tension de déclenchement. Et on voit que selon les différents modèles, elles peuvent varier. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a une grosse dispersion possible. C'est-à-dire que la tension typique pour le DB3, par exemple, c'est 32 volts, mais on voit que ça peut aller de 28 à 36. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une dispersion assez grande. Alors la caractéristique la plus intéressante sur un diac, c'est cette courbe qui montre en fait l'évolution du courant en fonction de la tension. Et on voit que jusqu'à cette limite VB0, et quand la tension augmente, il n'y a quasiment aucun courant qui passe, à part un petit courant de fuite, qui est relativement constant, et que passé cette limite-là, là, de façon brutale, la courbe s'inverse quasiment, c'est ce qu'on appelle une résistance négative, et qu'à ce moment-là, il va quasiment se comporter pas comme un court-circuit, mais presque, et que en fait, si on limite pas le courant, il va augmenter de façon très forte jusqu'à la destruction en fait du diac. Alors généralement, il faut le limiter le courant, ou on va voir que dans notre application, il va s'annuler tout seul, et quand le courant descend en dessous de certaines limites, en fait, il se désamorce en quelque sorte, et le phénomène peut à nouveau recommencer. C'est cette caractéristique ici qui, dans notre cas, va nous intéresser. D'ailleurs, c'est généralement pour ça qu'on utilise les diacs, c'est souvent pour faire du déclenchement à partir d'un certain seuil. On profite de cette résistance négative avec une pente très rapide ici pour déclencher un triac, ou dans la petite démo qu'on va faire ici, donc allumer une LED. Donc voilà un petit peu pour la théorie, donc passons maintenant à la pratique. Pour mettre en pratique, en fait, j'ai fait un petit montage tout bête, à savoir ici une résistance qui charge un condensateur, ici le diac, et qui ici se décharge dans une LED. Donc, comme on l'a vu sur le datasheet ici, donc la résistance ici va charger ici ce condensateur là, donc la tension va monter aux bornes du condensateur. Quand elle va atteindre dans les 32 volts, donc la limite du diac, à ce moment-là, il va devenir passant et il va décharger le condensateur dans ici la LED de façon très rapide. Comme le condensateur va être complètement déchargé, si le courant ici est en dessous de la limite de maintien, et ça va s'arrêter et ça va redémarrer. Donc j'ai fabriqué ce petit montage sur une plaque d'essai et on voit qu'en effet la LED clignote, on le voit bien de façon très précise. Alors j'ai mis ici mon petit entaille. Donc voilà, ici j'ai mis les deux sondes sur le montage. Donc la sonde jaune du haut montre la tension aux bornes du condensateur, et celle du bas, c'est le courant qui passe en fait ici dans la résistance de 47 ohms. Comme cet oscilloscope a des entrées flottantes isolées, on n'est pas du tout embêté par des problèmes de masse, on peut regarder ça comme on veut. Donc ici, on voit bien ce qu'on avait prévu avec la théorie, à savoir que la tension augmente aux bornes du condensateur et d'un coup se décharge, et de façon, au moment où il se décharge, on voit ce pic de courant très bref ici, qui dure vraiment pas longtemps. Donc ici j'ai mis la double base de temps, ce qui me permet en fait de zoomer ici sur la partie qui nous intéresse, et on voit ici donc la tension ici qui décroît
très rapidement au bord du condensateur, en même temps que le courant en fait ici décroît dans la LED. Alors, ce qui est tout à fait logique, c'est que ces deux courbes soient de la même façon. Ici j'ai mis un curseur et on voit que le temps ici est de 4,250 millisecondes. Ici donc le temps de l'impression. Enfin donc voilà, c'était pour cette petite vidéo qui vous montre ici le fonctionnement du DIAC. Donc alors bien sûr il faut une tension assez élevée ici, parce qu'il faut une tension au moins supérieure à celle du déclenchement. Donc ici j'ai mis 40 volts pour 32. Mais ça permet en fait là, en rajoutant une diode et un condensateur, et ben de faire quelque chose qui marche directement sur le 220. Donc ça c'est intéressant, ça permet d'avoir une petite LED clignotante qui marche directement sur le 220. Donc voilà, c'était pour vous présenter ici ce petit composant qu'on ne connaît pas souvent. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.